Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et j'ai décidé de faire un petit épisode intermédiaire pour la Volta. Je savais pas si j'allais en faire un, mais donc j'enregistre le dimanche matin de la 15e étape, donc j'ai pas encore vu le résultat de cette étape-là. Et je pense qu'on est à un moment à peu près charnière de la Volta, donc je pense que c'était l'occasion d'en discuter un peu. Il s'est passé pas mal de choses, on a eu les premières grosses étapes de montagne, et donc il restera cette troisième semaine dans laquelle tout peut encore se décider, parce que pour l'instant, au classement général, les choses sont pas encore totalement figées. On aurait pu penser que Vingegaard allait écraser la Volta assez tôt. Bon, il est toujours quand même l'énorme favori pour gagner, on aura l'occasion de le voir, mais en tout cas, les écarts sont pas si grands que ça, notamment avec Almeida qui se débrouille très bien. Donc je propose qu'on en parle tout de suite. Donc pour ça, tout d'abord, on va parler des étapes qu'il y a eu pour l'instant depuis le début. On a eu les premières étapes un peu punchy où Vingegaard a pu gagner des étapes, prendre des bonifs, prendre un peu d'avance sur Joao Almeida. Donc à partir de ce moment-là, il y avait déjà repris un peu de temps. Ensuite, on a eu l'étape du contre-la-montre par équipe, où finalement les écarts étaient de 8 secondes entre l'équipe UAE et l'équipe Visma au profit de la UAE, ce qui a permis à Almeida de se replacer par rapport un peu au bonif qu'il avait perdu sur Vingegaard dans les trois premières étapes. Ensuite, on a eu cette première arrivée au sommet en Andorre qui n'a pas donné grand-chose. La deuxième étape de montagne ensuite, qui elle, pareil, a été à peu près sur un statu quo. Et finalement, c'est l'étape numéro 9 qui est arrivée à la station de ski de Vadels-Carré qui a permis de faire les premiers écarts, alors que c'était pourtant pas l'étape qu'on attendait le plus. Mais Vingegaard a eu une pulsion, il s'est dit, il faut que j'attaque. Parce que ce qui était intéressant dans cette montée-là, c'était que les pourcentages les plus forts étaient au début de la montée. Donc ça forçait les gens à se découvrir un peu plus tôt. Vingegaard a dit ensuite en interview qu'il n'avait pas prévu d'attaquer. De toute façon, c'est ce qu'il avait dit aussi le matin à la preview de l'étape. Bon, peu importe la vérité de savoir s'il avait vraiment prévu ou pas d'attaquer, finalement il s'est retrouvé à attaquer un peu plus de 10 km de l'arrivée. Et c'était les plus gros écarts qu'on a eu quasiment sur cette Volta avec l'Angliru. Mais en tout cas, c'était les plus gros écarts entre le premier et le deuxième qu'on a eu sur cette étape 9, puisque Vingegaard a fini seul, avec 24 secondes d'avance sur un binôme constitué de Pidcock et Almeida. Ensuite, on a eu Félix Gall à 1 minute 02 et à 1 minute 46 le reste des favoris. Donc, ce qui montrait quand même que Vingegaard avait fait de très gros écarts. C'était pas une montée qui était forcément destinée à faire des écarts et pourtant ça a été le cas. Ce qui montrait quand même que Vingegaard était en très bonne forme. Aussi, ça a montré que Pidcock était en super forme parce que c'était pas un profil qui lui convenait. Et finalement, il était capable d'accompagner Joao Almeida la plupart du temps, même s'il avait du mal à lui donner des relais. Et donc Almeida qui perd 24 secondes, même 30 secondes si on compte les bonifs, sur cette étape-ci. Et en fait, c'est le plus gros écart entre ces deux coureurs depuis le tour de début de la Volta jusqu'à l'étape numéro 15. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Parce qu'ensuite, on a eu des étapes qui étaient à peu près propices à faire des écarts, mais ça n'a jamais été le cas. Étape numéro 10, on aurait pu en faire. Étape numéro 11 à Bilbao, il y a eu des petits écarts, mais ils ont été un peu avortés par ces manifs pro-palestiniennes. Je pense qu'on en reparlera vite fait à la fin de cet épisode, mais toujours est-il qu'on a eu 10 secondes de différence entre Almeida et Vingegaard sur cette étape-là, notamment lié au fait que c'était des étapes, des montées très courtes. On sait que Vingegaard a pris en punch. Il était quasiment capable de suivre Pidcock. Donc Vingegaard et Pidcock ont mis 10 secondes à Hindley, Almeida, Jorgensen et Félix Gall. On sait qu'Almeida, il est pas très punchy et il a du mal à suivre sur des efforts si courts et si intenses. Mais donc, encore 10 secondes d'écart sur cette étape-là. Et ensuite, on a eu l'étape de l'Angliru qui a remporté Almeida devant Vingegaard. Vingegaard qui n'a pas été capable de l'attaquer. Euh, je pense qu'il était vraiment pas capable de le faire, Vingegaard. On peut dire qu'il est resté dans la roue d'Almeida, mais on sait que dans l'Angliru, les pentes, pardon, sont tellement importantes que l'aspiration est vraiment négligeable. Donc, il n'a pas forcément profité du travail d'Almeida. Dans l'Angliru, c'est plutôt que je pense que c'est plus psychologique, le fait qu'ils soient restés ensemble les deux. C'est pas parce que Vingegaard était dans l'aspiration d'Almeida. C'est plus que quand vous êtes en train de repousser la douleur un maximum, là par exemple, avoir un coureur devant vous, vous dire mon objectif c'est de rester dans sa roue, ça permet de se renforcer mentalement. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont fini ensemble les deux. Mais je pense que Vingegaard n'était pas capable d'attaquer Almeida sur cette étape-là. Donc quand même assez impressionnant le Almeida sur celle-ci. Après, les écarts sont pas si énormes, hein. L'Angliru, c'est quand même terrible. Et Jay Hindley a 28 secondes. Donc ça montre quand même que, même si Jay Hindley est très fort, on en reparlera juste après, qu'il fait une super Volta, c'est pas non plus Pogacar le gars, quoi. Donc mettre que 28 secondes à Hindley, pour Vingegaard, je pense que c'est un peu décevant.
Puis Sepkus à 30 secondes, Félix Gall à moins d'une minute, Pellizzari à 1 minute 11, même Pidcock à 1,16 seulement sur cette ascension qui lui convient vraiment pas. Donc des écarts qui finalement étaient assez resserrés sur l'Angliru et donc peut-être le début d'un renversement de vapeur de la part d'Almeida, puisque c'est la première fois qu'il devance Vingegaard avec des bonifs, donc qui lui reprend du temps. Donc il lui a repris 6 secondes sur cette étape-là. Et puis le lendemain, à l'étape numéro 14, qui arrivait à la Farapona, avec cette victoire du terrible Marc Soler. On a eu Vingegaard et Almeida qui se sont joués un sprint. Pareil, Vingegaard n'a pas attaqué Almeida sur cette étape-ci. Almeida était très fort quand même. Vingegaard était quand même assez fort pour lui choper la deuxième place au sprint. Je pense que dans cette ascension-là, c'était plus important d'avoir des équipiers, plus important d'être dans une roue, parce qu'en plus, il y avait du vent de face. Les pourcentages étaient moins forts que sur l'Angliru. Mais donc, kiff quoi, les deux, Vingegaard et Almeida sur cette étape numéro 14. Donc, pour l'instant, les écarts au général, au matin de la 15e étape, et je pense qu'il ne se passera pas grand-chose sur la 15e étape pour le classement général, même si c'est une étape très intéressante à suivre, et ben Vingegaard n'a que 48 secondes d'avance sur Almeida. Donc c'est lié au bonif qu'il a pris dans les premières étapes, à l'étape numéro 9 où il a creusé les seuls vrais écarts qu'on a eu sur ce Tour d'Espagne, les 10 secondes reprises à Bilbao, et ensuite c'est du jeu de bonification. Et on se retrouve avec 48 secondes d'avance pour Vingegaard sur Almeida au matin de la troisième semaine, plutôt au soir de la deuxième. Et donc c'est un avantage. Pour l'instant, il permet de remporter le Tour d'Espagne, mais c'est quand même plus serré que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, Si on parle du reste du classement général, tout de même, on a Tom Pidcock qui est la troisième place à 2,38 de Vingegaard, donc clairement trop loin pour aller chercher la victoire finale. De toute façon, il est plutôt sur le reculoir, hein, Tom Pidcock. Il a fait un très bon début de Vuelta, mais là on arrive dans des étapes qui lui conviennent pas trop avec des cols trop longs. Donc 2,38 et ça risque d'augmenter encore plus sur les prochaines étapes de montagne. Et lui, Tom Pidcock, il doit faire attention à quelqu'un, c'est Jane Lay. Jane Lay qui a fait un début de Vuelta plus prudent, mais qui là montre en puissance. On trouve un vrai Jane Lay, celui qui était capable de gagner des grands tours. Donc Jane Lay, il est à 3,10, donc il est, on va dire, à 32 secondes de Tom Pidcock. Un peu trop loin pour aller chercher Almeida et Vingegaard, hein. Ça, de toute façon, on a vu qu'en termes de niveau en montagne, il était en dessous des deux, donc c'est même pas une question. Et donc Jane Lay, qui est à 32 secondes de Tom Pidcock et du podium. Donc ça va être une belle bataille à suivre. Et on peut peut-être un peu rajouter Félix Gall dans cette bataille-là. Même si je pense que Félix Gall, il va plus se battre avec Pidcock qu'avec Hindley, parce que je pense que Hindley est quasiment certain d'être troisième de ce Tour d'Espagne. Je vois bien Félix Gall quatrième, parce que Félix Gall n'est qu'à 52 secondes pardon, de Tom Pidcock, vu qu'il est à 3,30 de Vingegaard. Félix Gall n'est qu'à 20 secondes de Hindley, mais les dynamiques montrent quand même que Hindley est au-dessus en montagne. Je pense qu'Hindley va avoir plus de fraîcheur, parce que Félix Gall a fait aussi le Tour de France, donc je pense que ça sera compliqué pour Félix Gall d'aller chercher Jane Lay. En revanche, Tom Pidcock, lui, il est à portée de fusil de Félix Gall. Et ensuite, à 4,21, donc là, on commence à être assez loin de Tom Pidcock, hein. On est à quasiment 2 minutes presque, on va dire 1,40 de Tom Pidcock. On a Pellizzari. Pellizzari qui va devoir faire un peu équipier pour Jane Lay en plus, donc il sera pas totalement libre de ses mouvements. Lui, il va plutôt se battre avec Mathieu Riccitello, qui est à 32 secondes derrière lui, à 4,53. Donc, je pense que pour le top 5, c'est les 5 premiers qui sont actuellement dans le classement. Donc, dans l'ordre, je pense plutôt Vingegaard, Almeida, Hindley, Gall et Pidcock. Ensuite, on aura Pellizzari et Riccitello. Et puis ensuite, derrière, c'est assez ouvert. On a Sepkus qui est en embuscade en huitième position. Sepkus qui est clairement l'équipier modèle de Vingegaard, même s'il ne se relève pas sur les étapes pour rester dans le top 10 au classement général. Top 10 qu'il va aller chercher à coup sûr. Il a 5,46 et puis on a 6,33 Thorstein Train, donc le Norvégien de la Bahrain Victorious, qui lui, je pense aussi, va rester dans le top 10, parce que derrière lui, à plus de 2 minutes de Thorstein Train, on a Matteo Jorgensen, qui lui est sur la pente descendante. Jorgensen qui accuse le coup de sa grosse saison, de son Tour de France, et puis qui est pas forcément très à l'aise dans les profils de la Vuelta. Et ensuite, à 11,48, on a le 11e, Harold Terrada, et ensuite, c'est le début des abysses. Donc je pense que le top 10 actuel sera le top 10 final. Pas forcément dans cet ordre-là, parce qu'on peut avoir des évolutions dans les 5 premiers, comme je vous le disais, même si je pense qu'après, ça va rester à peu près stable. Et bah, je vous propose qu'on regarde ensuite les étapes qui sont à venir, pour voir qui peut faire quoi cette fin de Volta sur la troisième semaine. À noter que si on regarde très rapidement les cotes
sur Winamax. On a Jonas Vingegaard qui est coté à 1,20, donc l'immense favori pour gagner ce Tour d'Espagne. Et Joao Almeida est à 4,50. Donc Almeida qui baisse par rapport au début du Tour d'Espagne où il était à 6,50 si je dis pas de bêtises. À l'époque, il était à la même cote que Juan Ayuso qu'on a vite compris qu'il n'était pas dans le jeu pour la victoire finale, qui est maintenant je sais pas si c'est un vrai équipier, c'est un électron libre, on va dire. Puis il y a Jane Lay qui a 40 après, donc vous voyez que c'est très très loin. Donc ça sera vraiment un duel entre Vingegaard et Almeida. Vingegaard est plus favori que jamais, mais Almeida aussi. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est aussi lié au fait que les cotes des autres se soient envolées parce qu'ils sont trop loin de la victoire finale. Mais donc 4,50, c'est pas encore totalement perdu pour Almeida. On va regarder sur le parcours ce qu'il est pour à faire sur les étapes suivantes. Donc je vous propose qu'on regarde la troisième semaine à la loupe. Quand même rapidement un mot pour l'étape numéro 15 qui est en train de se dérouler aujourd'hui, dont j'aurai pas le résultat avant la fin de cet épisode, mais vous l'aurez peut-être avant d'écouter. Je pense que c'est une étape qui va être très intéressante à suivre pour les échappées parce que ça commence en montagne et ensuite ça finit plutôt sur le plat, mais il y a quand même 3000 mètres de dénivelé positif. Il y a de quoi aller chercher une belle victoire d'étape pour les échappées. Étape numéro 15 donc. Et puis le lendemain, on a la journée de repos et après la troisième semaine. Première étape de cette troisième semaine, elle n'est pas si facile, celle qui arrive à Castro de Herville, 3500 mètres de dénivelé positif, mais l'arrivée n'est pas très dure, donc je pense qu'il n'y aura pas trop d'écart au classement général là-dessus. C'est assez dur tout du long, mais on va jamais à plus de 600-700 mètres d'altitude. Et en fait, donc c'est des montées qui sont forcément un peu courtes et qui sont pas forcément très dures en termes de pourcentage, même si on a un sprint bonus là à 20 km, 25 km de l'arrivée qui à l'Alto des Prados qui lui est dur parce que c'est 3 km à 9%. Mais ensuite, ça va redescendre un peu, etc. On aura besoin d'équipiers. Et puis la montée finale, elle est dure sur sa première partie, sur les 3 premiers kilomètres, mais après il reste 5 kilomètres en faux plat montant. Donc je pense pas que les favoris se jouent le classement général sur cette étape-là. Et je pense même plutôt que ça va revenir à un coureur échappé parce que je vois pas UAE ou Vingegaard faire le forcing sur cette étape-ci pour aller s'imposer. Il n'y a pas trop de raison. Surtout que le lendemain, c'est une étape plus difficile qui, elle, va compter pour le classement général. C'est une course de côte, une étape de 140 km qui arrive à l'Alto de El Morredero, quand même 3000 mètres de dénivelé positif, parce que c'est un peu vallonné quand même au début. Mais concrètement, la vraie grosse difficulté, c'est cette dernière ascension de première catégorie, qui arrive quand même à 1800 mètres d'altitude quasiment. Et si on regarde le profil de cette étape-ci, et plus particulièrement de la dernière montée, on se rend compte que c'est très dur. C'est quasiment 9 km à 9,5% de moyenne. Donc d'énormes pourcentages pour faire des différences sur le classement général. Il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est même la première partie qui est la plus dure parce que les 4 derniers kilomètres, on va dire, sont à 8% de moyenne, mais dans les 5 premiers kilomètres, ça excède souvent les 10% de moyenne. Donc ça va être une grosse ascension. On pourra attaquer dans les pourcentages les plus difficiles à 10% là, et ensuite creuser dans les 4 derniers kilomètres qui restent très durs. Donc ça sera une vraie étape de grimpeur. Et donc là, ça va clairement se jouer le classement général entre Vingegaard et puis Joao Almeida. Mais il n'y aura pas possibilité de faire une course d'anticipation parce qu'il n'y a pas le terrain avant. Étape numéro 11, 18 pardon. Étape numéro 18, qu'est-ce que je dis? Ce contre-la-montre, donc contre-la-montre qui aura lieu le jeudi, contre-la-montre de 27 km, plutôt plat, autour de Valladolid, et bah, ça sera peut-être les plus gros écarts de ce Tour d'Espagne. Ça sera un contre-la-montre à la fraîcheur, comme on le sait en troisième semaine de Tour de France, de Grand Tour, pardon, c'est souvent le cas. C'est plus à la fraîcheur que ça se joue qu'aux qualités de contre-la-montre. Et je pense que dans cet exercice-là, les deux premiers au classement général sont très proches. Vingegaard et Almeida sur un chrono plat de 27 km en troisième semaine. Je pense que c'est plutôt kiff-kiff, hein. Je ne mettrai pas de favori l'un par rapport à l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un de ces deux coureurs qui va remporter le contre-la-montre, j'en suis quasiment certain, parce que ce sera a priori les coureurs qui auront le meilleur état de fraîcheur, parce que c'est les plus forts sur un classement général. Et puis, quand on voit tous les autres qui sont derrière en classement général, les Pidcock, Hindley, Gall, Pellizzari, Riccitello, Kuss, c'est vraiment pas des mecs qui vont vite sur chrono, donc je pense que les deux vont jouer la victoire sur ce chrono-là, à moins qu'on ait un gars qui se soit préservé, qui est plus rouleur sur le plat, qui puisse s'imposer. Mais c'est difficile de donner
un coureur avantagé par rapport à l'autre, entre Vingegaard et Almeida sur ce chrono-là. Quand on regarde ce qui va se passer derrière, Coq, je pense qu'il est un peu meilleur en chrono que Félix Gall, par exemple. Par rapport à Jay Hindley, j'avoue que j'ai pas trop de références, donc vu que c'est à la fraîcheur, je me mettrais peut-être Hindley quand même un peu devant Pidcock. Pellizzari, Ricciello, c'est plutôt mauvais en contre-la-montre aussi, c'est pas du tout le gabarit pour. Sepkus, la même, quoi. Donc, en termes de classement général, on a les deux premiers qui sont forts en chrono qui vont se faire une bagarre, et ça sera équilibré. Et tous les mecs derrière qui sont nuls en chrono, et ça sera aussi équilibré entre eux. Donc ça, c'est assez cool à suivre. Mais en fait, est-ce qu'on aura des écarts? C'est même pas certain, en fait. Étant donné qu'ils sont tous dans à peu près les mêmes qualités de chrono et qu'ils seront dans des états de fraîcheur proches, je pense. Je suis pas sûr qu'on ait des gros écarts sur ce chrono-là. Mais par contre, ça peut être un peu un épouvantail. Parce que on peut se dire autant sur les étapes de montagne, on reste roue dans la roue d'un autre et puis on prend pas trop de risques et on finit dans les mêmes temps. Autant sur le chrono, on peut pas se permettre de rester dans la roue de l'autre. Donc il y aura forcément des écarts, mais ça sera pas forcément très important. Par contre, ça risque de jouer un peu comme un fantôme, une épée de Damoclès qui va rester au-dessus de la tête des principaux favoris jusqu'à pendant le début de la troisième semaine. Et donc, est-ce qu'on jouera sa carte à fond dans l'Alto del Moredero la veille, sachant qu'il y a ce chrono le lendemain? Je suis pas totalement certain, donc affaire à suivre. Étape numéro 19, il y aura pas de classe, ça sera une étape pour les sprinters, sprinter puncher. Je sais pas si un Philipsen passera par exemple, mais euh, 160 km, 1300 mètres de dénivelé positif, un final plutôt en sprint montant, mais il y aura pas de changement au classement général sur cette étape-là. En revanche, la dernière étape, ça sera le juge de paix, étape de montagne qui arrive avec un col hors catégorie pour finir, qui est très difficile. Étape à plus de 4000 mètres de dénivelé positif. On arrive à 2200 mètres d'altitude, donc là ça commence à être une sacrée étape de montagne quand même pour arriver à ces altitudes-ci. Et puis en termes de profil, euh, c'est assez mal tracé dans le sens où il n'y a pas d'enchaînement de montée. À part au tout début, les deux, trois dixièmes catégories qui s'enchaînent. Ensuite, on a un deuxième catégorie, Road de la Vallée, un première catégorie avec des bonifications au sommet, et ensuite on a Road de la Vallée avant de recommencer l'ascension finale. Donc je pense que, encore une fois, ça sera une course de côte. Bah, c'est la Volta, quoi. Et puis l'arrivée finale, elle est infernale, hein. C'est 12 km à 8,6%. Et les trois derniers kilomètres sont les plus difficiles, à 12% de moyenne. Donc ça va être très très dur. Ça sera le juge de paix de cette Volta. Et puis le lendemain, on a l'étape plutôt traditionnelle qui arrive à Madrid. Donc il n'y aura pas de changement au classement général. Donc concrètement, si on résume pour les favoris, il reste quoi? Il reste l'étape numéro 17, donc étape de... Je dis des bêtises, pardon. Étape de mercredi, qui sera à suivre avec... ça sera une course de côte, voilà, faut pas chercher plus loin, avec une ascension finale très dure. Le lendemain, le chrono, donc le jeudi. Et puis le samedi, cette étape de montagne, avec une ascension finale très difficile. Des ascensions précédentes qui peuvent aussi faire quelques écarts, mais franchement, avec cette vallée entre le première catégorie et le hors catégorie, j'ai un peu du mal à voir comment on pourrait creuser des écarts. Où il faudrait qu'il y ait des équipiers dans l'échappée qui se relèvent et qui attendent un leader esselé dans la vallée, mais j'ai un peu du mal quand même à croire dans ce scénario-là. On verra si la Volta est déjà jouée ou pas avant cette étape numéro 20. C'est très possible que non, hein, parce que l'étape 17 qui précède le chrono, elle est dure, mais bon, ça précède un chrono, donc peut-être qu'on va pas trop se faire la guerre. Et l'étape 18, c'est un chrono, mais Almeida et Vingegaard ils sont à peu près dans les mêmes conditions, donc pas forcément, c'est pas sûr qu'on ait des gros écarts. Ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un espèce de statu quo avec une minute d'écart à la sortie du chrono, et donc on puisse encore tous jouer dans la dernière ascension de la Volta. Néanmoins, je mets quand même un avantage pour Jonas Vingegaard, parce qu'il est le favori des bookmakers, parce que c'est le meilleur en montagne. Pour l'instant, il n'a jamais été lâché par Joao Almeida sur de la montagne. Donc il n'y a pas trop de raison que ça le soit, et je pense pas qu'il va perdre une minute sur Almeida dans le chrono. Donc Vingegaard est plutôt le favori. Reste à savoir comment les deux coureurs vont encaisser la troisième semaine. Ils sont pas exactement dans la même configuration, parce que Vingegaard, il a fait un Tour de France, il allait jusqu'au bout, donc ça l'a cramé.
et on sentait qu'il était un peu sur la retenue sur les dernières étapes. Je pense pas qu'il pensait spécifiquement à la Volta, mais bon, il était un peu résigné probablement. Donc il n'est pas allé au bout de lui-même non plus, Vingegaard sur ce Tour de France, mais c'était quand même une course très difficile, ça roulait très vite tous les jours. Et puis de l'autre côté, on a un coureur dont la situation n'est pas forcément enviable, c'est celle de Joan Almeida. Lui, il n'a pas fini le Tour de France, donc il a l'avantage de ne pas avoir le contre-coup des 3 semaines très difficiles de celui-ci. Mais on se souvient qu'il a chuté en allant à Mur de Bretagne, qu'il a eu des côtes cassées, et on est en mesure de se demander quand même s'il a la caisse pour rester fort jusqu'à la fin de ce Tour d'Espagne. Donc encore une fois, un peu d'incertitude autour des coureurs. Euh, je pense quand même avantage Vingegaard. Bon, je vais pas faire semblant de dire Joao Almeida favori. Mais en tout cas, je suis quand même relativement satisfait parce qu'on a une Vuelta qui est pas morte au soir de la deuxième semaine, alors qu'on aurait pu penser qu'au soir de la première, elle serait déjà cuite, qu'après l'Angliru, ça serait totalement fini. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. On a un beau duel entre UAE, enfin plutôt Almeida, même si UAE a aussi sa part d'importance, et puis Vingegaard. Euh, on en a un peu marre quand même de cette équipe UAE, parce qu'ils ont gagné trop de victoires d'étape sur cette Volta. Je sais pas qui va gagner ce dimanche, le jour où je m'enregistre, mais en tout cas, on est déjà à 7 victoires d'étape sur 14, donc une victoire sur deux pour la UAE sur cette Volta. On n'en peut plus, mais en même temps, on a envie de voir Vingegaard se faire titiller par Almeida, donc on est un petit peu supporter quand même de la UAE. Donc sentiment un peu ambivalent, pardon, mais voilà, c'est on sera un petit peu derrière Almeida quand même parce qu'on a envie de voir du beau suspense. En termes d'équipe, on a vu que Sepkus était le plus fort de tous les équipiers, concrètement. C'est lui qui était le dernier à chaque fois présent. Du côté de la UE, on a la chance d'avoir Gross Schartner qui revient en très bonne forme, qui est un bon équipier. On a Vine qui est toujours très fort. Et puis on a de temps en temps Ayuso quand il a envie. On a Marc Soler quand même aussi qui est pas mal. Donc une belle équipe du côté de la UE, mais je sais pas si on va pouvoir vraiment renverser la Visma parce que je vois pas un équipier capable de faire péter Kuss et de toujours emmener Almeida après. Donc je pense que ça va pas trop se jouer en termes d'équipier, mais plus en termes de forme des favoris. Si on regarde sur le reste du classement général, je pense que Hindley est très fort. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Moi, je croyais pas du tout en lui avant ce Tour d'Espagne et il m'a donné tort. Donc Jay Hindley reste malgré tout un vainqueur de grand tour et là, il est en train de prouver pourquoi il a gagné le Giro en 2022. Il avait fait une saison 2024 assez compliquée. Il était prêt pour le Giro d'Italia, mais il a eu une chute, donc il n'a pas pu vraiment s'y montrer. Donc là, c'est l'occasion pour Jay Hindley de reprendre un podium sur un grand tour. Donc ça sera quasiment certain qu'il sera troisième de ce grand tour. D'ailleurs, je mets plutôt Félix Gall parce que je pense qu'il va bouffer Pitcock sur les deux étapes de montagne qui sont très dures quand même. Sur le chrono, je pense que Pitcock peut lui reprendre un peu de temps, mais pas suffisamment pour encaisser. Et puis derrière, je pense que Pellizzari a quand même un petit peu l'avantage sur Mathieu Riccitello, même si Pellizzari, lui, est trop jeune pour avoir fait deux grands tours dans la même saison, je pense. J'ai quand même l'intuition que physiquement, il a quand même un peu plus de ressources que Riccitello, donc c'est pour ça que je le vois rester devant. Je pense que Sepkus peut naviguer entre la huitième et la dixième position. Ça dépend de à quel point il a la liberté de jouer sa carte et à quel point ça l'intéresse aussi de faire huitième ou dixième. Thorstein Tren sera forcément dans le top 10 parce que il reste solide et il a pas mal d'avance sur les gars qui sont derrière lui. Notamment un Jorgensen qui en montagne est à la peine. Et puis après derrière c'est des Harold Terrada qui a 5 minutes derrière Thorstein Tren. Il ne les reprendra jamais. Bruno Armirail qui est encore plus loin, bref. Donc je pense que Trent va faire neuvième ou huitième si Kuss fait n'importe quoi. Enfin, si Kuss ne s'intéresse pas au classement général. Donc ce sera un beau résultat pour le Norvégien de la Bahrain Victorious. Et puis Jorgensen dixième, je pense. Ceci dit, euh, ça fait quand même pas mal de favoris qu'on avait notés au début qui ont disparu de la circulation sur ce Tour d'Espagne. Donc je pense qu'on peut en parler rapidement quand même. Bah, tout d'abord, il y a Juan Ayuso, évidemment. Juan Ayuso qu'on a vu pas en forme, enfin en tout cas pas assez fort pour jouer un classement général, donc il a disparu de la circulation. Giulio Ciccone qui avait très bien commencé, mais qui a priori une blessure qui revient un peu à la selle, donc ça l'empêche d'être au meilleur niveau. C'est dommage parce qu'il était très fort sur ce début de Tour d'Espagne, mais bon, ce sera pas pour cette fois-ci que Ciccone va faire un top 10, alors que ce sera cette fois-ci que Koch va faire un top 5, je pense. Euh,
Ensuite, donc, Elizari est toujours un peu dans le jeu, même s'il est plutôt au service de Jane Lay. On avait Mikel Landa qui malheureusement n'est pas capable, n'est pas revenu à un assez bon niveau depuis sa chute sur le Giro pour pouvoir jouer les classements généraux. Je sais pas si Mikel Landa, on le reverra à un niveau aussi élevé dans le futur, parce qu'il a quand même déjà 35 ans, 36 ans à la fin de l'année. Donc on verra s'il est encore capable de faire des trucs l'an prochain. Egan Bernal, c'est des illusions aussi. Enfin, moi, j'en attendais pas trop d'Egan Bernal. Et malheureusement, on voit il a pas la caisse pour suivre sur des grands tours, parce que c'est trop long et qu'il a pas les réserves physiques pour tenir si longtemps, malheureusement. Félix Gall, lui, toujours bien en place. Tibéri, il a totalement disparu de la circulation aussi, alors qu'on aurait pu aussi penser que c'était un candidat sérieux pour ce top 10 de la Vuelta. Moi, je m'étais quand même dit, après le Tour de Pologne et après la Classica San Sebastian, que ça me semblait compliqué pour lui de jouer un classement général. Bon, bah finalement, il n'est pas au niveau, Tibéri. Donc, le favori, c'est pas Tibéri, c'est pas Buitrago, c'est pas Jack Egg, c'est Thorstein Tren chez la Bahreïn, donc c'est plutôt cocasse. Du côté de la Astana, on attendait peut-être Fortunato et Higuita pour jouer le classement général. Finalement, c'est plutôt Terrada. Terrada qui va faire une 11e place, je pense. Donc voilà, c'est un peu décevant quand même du côté de la XDS Astana. Je pensais qu'ils allaient faire Ils ont fait un très beau Giro. Tour de France compliqué. Et puis bah là, compliqué aussi sur la Volta. Du côté de la Groupama, bah, pas de surprise pour David Gaudu. Il a quand même remporté son étape, Corico, mais pas capable de jouer le classement général. Et puis Guillaume Martin, pareil. Premier abandon de cette Volta, donc sur les routes détrempées d'Italie. Donc il n'est pas classé au classement général non plus. Ben O'Connor non plus. Même si Ben O'Connor, on ne le sentait pas trop après son Tour de France non plus. Et puis après, dans les autres favoris, c'est à peu près tout. Il y a quand même Richie Tello, qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui fait une bonne course, mais on a bien la moitié des favoris du début pour le top 10 qui sont plus là. Donc bon, c'est un grand tour quoi, mais il y en a certains qu'on n'attendait pas forcément dans ce top 10, et donc ça sera l'occasion pour un Thorstein Train par exemple de faire un beau résultat au classement général. Au niveau des maillots annexes, euh, au classement par points, Pedersen est large devant Vingegaard. Et vu que il y a encore plusieurs étapes sur lesquelles il va marquer des points, je pense à l'étape d'aujourd'hui, l'étape numéro 15. Il y a encore deux étapes dans la 19e et la 21e sur la deuxième semaine, troisième semaine où il va aller chercher des points, donc je me fais pas trop de doute. Pedersen sera le meilleur sprinter de ce Tour d'Espagne. Au niveau de la montagne, Jevine est menacé par Vingegaard. Et là, bah, je pense que c'est Vingegaard qui va l'emporter. Parce que Vingegaard n'a que 7 points de retard sur Jevine. Jevine aura l'occasion de faire une ou deux échappées. Mais pour les autres, il devra travailler pour l'ami Almeida. Parce que l'objectif de la UAE, après leurs 7 victoires d'étape, c'est de faire gagner Almeida. Donc je pense que malheureusement, à un moment, Jevine va devoir se sacrifier et laisser son maillot à poids à Vingegaard. Parce que lui, Vingegaard va toujours faire un ou deux au sommet sur les étapes hors catégorie. Donc je pense que ça lui permettra de prendre trop de points pour que Jevine puisse rester devant. Et c'est marrant parce qu'on va avoir un top 5 full UAE sur le classement de la montagne, mais je pense que mon favori c'est quand même Vingegaard. Parce qu'on a Almeida qui est à 29 points, Ayuso à 26 points, Marc Soler à 26 points, mais je pense quand même que Vingegaard restera devant. Et au classement du meilleur jeune, j'ai quand même une préférence pour Giulio Pellizzari, qui n'a pour l'instant que 32 secondes d'avance sur Riccitello, qui a un Giro dans les pattes, donc à un moment il va peut-être le payer, qui a un peu de travail à faire pour Jane Lay, mais je pense quand même qu'il a les meilleures qualités intrinsèques pour finir meilleur jeune de ce Tour d'Espagne. Un rapide point sur les Français, quand même, parce que moi je vous avais dit, on n'a pas beaucoup de Français au départ de cette course, mais ils sont tous bons, et je pense qu'on aura plusieurs victoires d'étape parce que l'adversité est un peu plus faible que au Tour de France, c'est vrai. L'adversité est un peu plus faible, et pourtant, la seule victoire qu'on a, c'est une victoire de David Gaudu devant une adversité terrible. C'était peut-être une des étapes les plus dures à gagner. Et pourtant, il allait la gagner, cette étape-là, David Gaudu. C'est incroyable, franchement. Donc, au nez, à la barbe de Mats Pedersen et Jonas Vingegaard, même de Giulio Ciccone si on veut. Enfin, c'est totalement fou. Donc, la manière dont il a fait l'intérieur dans le virage et tout à Vingegaard, bref, c'était super. Je pense qu'on va plus voir David Gaudu de ce Tour d'Espagne. Je pense que c'est cuit pour lui, là. Mais il a réussi à gagner dès le début, quand il fallait. Donc, bravo à lui. A porté le maillot rouge après l'étape de Voiron. Donc,
Sous Tour d'Espagne est quand même plutôt réussi pour David Gaudu grâce à ça, même si là il est en train de sombrer dans les profondeurs du groupe Eto. Si on regarde les autres, j'avais beaucoup d'espoir en Axel Zinglet, bah, il a abandonné à la troisième étape. Il est même pas parti à la troisième étape plutôt. Julien Bernard, il va devoir faire l'équipier pour la Lidl Trek, donc je pense qu'il n'aura pas trop sa carte à jouer, même si à un moment, Chicone va arrêter de jouer le classement général. Enfin là c'est le cas maintenant, donc il aura peut-être un peu plus de liberté. Valentin pareil peintre qui a abandonné à l'étape numéro 4, donc on va pas avoir de victoire de Valentin en montagne, malheureusement. Du côté de la décathlon, j'avais beaucoup d'espoir en Léo Bisio. Léo Bisio qu'on a eu malade en fait en première semaine à plusieurs reprises. Là qu'on a revu un peu à l'attaque sur la fin de la deuxième semaine, donc pourquoi pas prendre des échappées. Ce sera peut-être un peu trop difficile pour gagner une victoire d'étape, mais bon, c'est son premier grand tour, il a 20 ans. On peut pas vraiment lui en vouloir. Bruno Armirail. Bon, bah, Bruno Armirail, coincé dans le syndrome Guillaume Martin. Euh, il fait des échappées, il est totalement cramé, mais il fait les échappées pour reprendre du temps en général. Finalement, il en perd un peu parce que l'échappée se fait reprendre. Donc le lendemain, il est obligé de repartir dans l'échappée pour pas perdre moins de temps. Et bon, bref, pour l'instant, il est 11e ou 12e au classement général, trop loin. Je pense qu'à un moment, ça va être trop dur pour Bruno, mais il va aller faire un top 15. Mais c'est vraiment le syndrome Guillaume Martin dans toute sa splendeur. Nance Peters, j'en attends pas trop de lui. Pourquoi pas, pardon, pour Jordan Labrosse. Jordan Labrosse, je l'attends bien sur une étape en échappée. Donc, franchement, je le vois bien faire un truc. Les étapes sur lesquelles pardon, Jordan Labrosse pourrait briller, bah déjà l'étape d'aujourd'hui, étape numéro 15. Peut-être que vous l'avez déjà vu briller, mais c'est possible qu'il attaque dans celle-ci. L'étape numéro 16, je pense qu'elle peut un peu lui convenir aussi. Peut-être un peu trop dur, mais il aurait ses chances. Et puis l'étape 19, pourquoi pas, dans un sprint, en sprinter, pour aller se battre avec des Pedersen et des Philipsen. Ça monte un peu, donc c'est une possibilité. Donc dans les autres Français, il y avait toute la Groupama. On a Thibaut Gruel qui aurait pu faire des petites placettes au sprint. Euh, il a fait 9e et 6e. Peut-être qu'il en fera une dans la dernière semaine, mais il fera pas mieux, je pense, que 6e. David Godu, je pense que c'est cuit. Rémi Cavagna, pourquoi pas sur le chrono. Ouais, Rémi Cavagna, c'est peut-être un top 5 sur le chrono. Clément Braz Afonso, je pense que c'est un peu trop jeune. Rudy Mollard, un peu trop tendre. Et Brieux Roland, eh ben, il a déjà réussi son Tour d'Espagne avec cette troisième place en échappée à Los Corrales de Buelna, pardon, mais les Espagnols étaient trop forts devant. On a noté qu'il a fait aussi 8e sur l'étape numéro 7, qui partait d'Andorre. Donc deux top 10 pour Brieux Roland qui a seulement 22 ans sur cette Volta. C'est un tour très réussi pour Brieux Roland. Et enfin, côté Arkea, Victor Guernalec, Léandre Louzoué, Louis Rouland, Pierre Thierry. Vous avez un peu parlé de Louis Rouland, que j'espérais voir briller, mais bon, je pense que cette Volta, c'est juste un niveau trop élevé pour l'Arkea, malheureusement. Donc je vois pas l'un ou l'autre briller, quel que ce soit. Et il reste après Brian Cocard. Brian Cocard qui sera encore le sprinter de la Cofidis. Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher une bonne place? Pour l'instant, il fait un bon sprint à Saragosse, je crois, où il est déclassé finalement. Bon, est-ce que c'est logique ou pas? On pourra en reparler, mais sinon, pour l'instant, il a que sa septième étape sur la première étape, septième place pardon, sur la première étape, et sinon, on l'a pas trop vu. Donc pourquoi pas sur les étapes 19 et 21, aller chercher un beau résultat pour le coq. Mais donc finalement, bah, les Français, c'est un peu finito, alors qu'il y avait beaucoup de bons Français sur le papier, ça s'est un peu étiolé au fur et à mesure. Donc on a quand même eu cette victoire d'étape de David Godu, mais je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Donc c'est un peu triste à dire, mais je pense que c'est quand même une Volta qui est réussie pour les Français, parce que aller chercher David Godu, c'était fort. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait eu tous ces abandons, toutes ces maladies, ces méformes, mais voilà, c'est le jeu. Je voulais quand même finir pour parler rapidement de la question des manifestations pro-palestiniennes sur ce Tour d'Espagne. Alors évidemment, c'est très bête de se mettre devant les coureurs, parce que c'est dangereux, ça les met en danger tout simplement. C'est très frustrant quand on suit le vélo et qu'à l'étape de Bilbao, on a envie d'une super course et que finalement c'est avorté parce qu'il y a des gens qui forcent les barrières et qui mettent en danger la sécurité des coureurs. C'est compliqué de voir des coureurs se faire insulter, cracher dessus, peut-être parfois même parce qu'ils portent un maillot de l'équipe d'Israël.
Ceci dit, je pense que, on peut pas se permettre, quand on est un acteur public aussi important, de dire que tout est politiquement neutre. Hem, Surtout encore plus quand on porte un maillot d'Israël. Je pense qu'on a quand même une part de responsabilité malgré tout. Évidemment, Matteo Ricciello n'a rien à voir avec, ceux qui ordonnent de lancer des bombes ou de tirer sur des gens. Mais malgré tout, quand on choisit d'avoir, dans son employeur un titre qui rappelle un État qui est en train d'attaquer un autre, il faut un peu en assumer les conséquences. Je sais que c'est très difficile d'avoir un contrat pro et que parfois on est obligé de laisser passer, sur le deuxième plan ses opinions personnelles, notamment sur des sujets comme ça, des sujets, d'actualité mondiale. Mais il faut quand même en assumer les conséquences, je pense. Donc, je dis pas que les mouvements, pro-palestiniens sont forcément, très futés. Mettre en danger la sécurité des coureurs, c'est pas forcément une bonne idée. Je suis pas sûr que ça soit un moyen de convaincre les suiveurs du vélo, de rejoindre la cause pro-palestinienne. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi que le monde du vélo, accepte qu'ils ont une responsabilité à jouer là-dedans. C'est une fenêtre, sur, l'actualité mondiale avec, comment dire? Toutes les images qu'on voit sur la Vuelta, c'est la télé, c'est un moment d'expression aussi. Et donc, je préférerais qu'il y ait des manifestations non violentes, peu importe quelles que soient les causes. Là, on parle en ce moment beaucoup du conflit avec Israël et puis la bande de Gaza, mais il faut accepter que des courses qui se jouent comme ça dehors, c'est aussi un moment d'expression. Et on peut pas dire qu'on est totalement politiquement neutre. Et finalement, là, c'est qu'une course de vélo. Alors oui, ça fait chier qu'à Bilbao, l'étape ne soit pas finie. Je pense que quand même, on peut prendre un peu de recul et se dire que, au vu de ce qui se passe dans certains endroits du monde, en ce moment, par exemple à Gaza, c'est pas une si grosse perte d'avoir une étape qui se soit pas finie. Même si, pour autant, je condamne le fait de mettre en danger les coureurs. Je condamne pas le fait que les gens s'expriment au cours de la Volta. Donc voilà. C'est un sujet qui est un peu triste, mais bon, je pense qu'on peut pas non plus totalement se déresponsabiliser, surtout quand on court chez Israël. Moi, j'ai pas d'opinion vraiment sur ce conflit-là. Je sais qu'il y a des enjeux très compliqués de tous les côtés, mais je pense qu'on peut quand même en montrer son soutien à une population, un presque pays qui se fait bombarder tous les jours, et on a toujours des victimes tous les jours et qui meurent de faim. Donc voilà. Désolé pour cette petite extrait qui sort du contexte du cyclisme, mais je pense qu'on peut pas non plus faire semblant que tout se passe bien sur ces étapes-là. Il fallait en parler. Faut pas forcément, enfin moi je me positionne pas forcément dans un camp ou dans l'autre, mais je pense que les gens ont le droit de s'exprimer sur une course de vélo. Et par contre, faites-le sans mettre en danger les coureurs, c'est toujours mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!